Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le Rwanda vient de donner à la Zambie une aide de 1000 tonnes de maïs pour l'aider à faire face à la famine qui frappe l'Afrique australe depuis quelques mois. L'ambassadeur du Rwanda en Zambie, Emmanuel Bugingo, indique que ce geste du gouvernement du Rwanda s'inscrit dans le cadre de bonnes relations déjà existantes entre le Rwanda et la Zambie. 18 juillet 2024, nous avons procédé à la remise officielle de 1000 tonnes de maïs offertes par le gouvernement du Rwanda au gouvernement de la Zambie suite à la sécheresse extrême El Niño qui a affecté la Zambie et d'autres pays de cette région australe d'Afrique. C'est une assistance qui fait suite à l'appel fait par le président de la Zambie, son Excellence Hakainde Hichilema, et le Rwanda a fait ce geste pour venir en aide aux populations très affamées. Cette donation est constituée du maïs et produit au Rwanda et par le Rwanda. Parlons à présent des élections présidentielles et législatives au Rwanda. Après la publication de résultats partiels, les Rwandais et les amis du Rwanda ont tous affiché une grande satisfaction par rapport à la victoire du président Paul Kagame. En attendant la publication des résultats définitifs, comment fonctionne donc la machine étatique au niveau de la magistrature suprême? Le sénateur Evode nous fait ici un éclairage sur la période des transitions jusqu'à la prestation de serment du président de la République. Au Rwanda, après que la Commission nationale électorale ait publié les résultats partiels, sur les réseaux sociaux, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont partagé leurs félicitations au président Kagame, lui souhaitant de développer davantage le Rwanda et de continuer à renforcer la coopération entre le Rwanda et leurs pays respectifs. Le sénateur Uwizeyimana Evode explique ce que dit la Constitution sur la transition présidentielle et le fonctionnement du gouvernement pendant cette période, avant la prestation de serment du président élu. On parle à partir de la date à laquelle le président a été élu, c'est-à-dire il a été élu en l'espèce, il a été élu le 15 juillet. Donc le président étant dans une période dite la transition présidentielle. Durant la transition présidentielle, il y a un chef d'État élu. Heureusement, nous avons un chef d'État qui a été élu à sa propre succession, heureusement. Mais si aujourd'hui la Constitution l'interdit d'exercer quelques prérogatives, entre autres le droit de déclarer la guerre, il ne peut pas déclarer la guerre, il ne peut pas déclarer l'état d'urgence, il ne peut pas exercer son droit de grâce pour les condamnés. Donc, il ne peut pas initier un référendum parce que c'est son droit constitutionnel au terme en vertu de l'article 106 aussi. Mais aucune procédure de révision constitutionnelle donc n'est possible dans cette période. Mais le gouvernement est toujours en fonction parce que le président, durant ses campagnes présidentielles, il est le chef d'État en exercice, mais la Constitution, au terme de l'article 102, dit, voilà, le président en exercice, donc continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le nouveau président élu, jusqu'à ce qu'il prête serment. Alors, après la prestation de serment, bien sûr, le gouvernement n'est plus. Donc le gouvernement est dissous d'office, mais le président prête serment en délai 30 jours à partir de la date de son élection, en délai 30 jours, et puis en délai 15 jours encore, il a l'obligation il a l'obligation de nommer le Premier ministre.
le Premier ministre est à son tour, en concertation avec le chef de l'État, en il y a 15 jours encore, on nomme les autres membres du gouvernement. Le nouveau mandat que va commencer le président Paul Kagame va durer 5 ans, alors qu'auparavant le mandat présidentiel était de 7 ans. Le sénateur Wizé Manaevod explique l'origine de ce changement. Après la période de transition de 1994 en 2003, donc nous avons eu la première constitution de 2003, puis celle-ci a été révisée en 2015. Puis le mandat, la constitution prévoyait le mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Sur demande de la population, la constitution a été révisée en 2015. Et puis il y a un mandat spécial qui a été stipulé donc, dans la Constitution. Le mandat de 2017 à 2024 était un mandat spécial. Et puis la Constitution de 2015, la révision de 2015, prévoyait bien sûr un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc le président Kagame a brigué son premier mandat parmi les deux de 5 ans, puis de 2024 à 2029. Et puis, s'il le voudra bien, il sera encore éligible de 2029 à 2034. Juste après l'annonce des résultats partiels lundi soir, le président Paul Kagame a félicité les Rwandais en général pour le choix qu'ils ont effectué et a fait savoir que les résultats du scrutin révèlent la confiance que les Rwandais ont placée en eux-mêmes et en sa personne et qu'ensemble le pays va atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Amandine Dikumasabo, télévision rwandaise. Toujours en ce qui concerne les élections, les analystes et ressortissants étrangers vivant au Rwanda se réjouissent du climat paisible et de l'ambiance de fête qui a caractérisé la période électorale au Rwanda. Ils estiment que cela témoigne encore une fois de la détermination des Rwandais à bâtir une nation prospère après avoir tourné la page sombre du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Jean Damascène Manishimwe, reportage. Les districts de Rusizi et de Nyamasheke, au sud-ouest du Rwanda, sont frontaliers de la République démocratique du Congo. Ils accueillent régulièrement des Congolais qui traversent la frontière pour diverses raisons, essentiellement économiques. Lors des récentes présidentielles et législatives au Rwanda, ces Congolais ont été surpris par la poursuite normale de leurs activités contre toute attente. En tout cas, nous les diasporas, nous sommes contentes parce que les jours des élections, nous croyons que peut-être il y aura des changements. Les gens ne peuvent pas soit circuler, ou bien nous, comme les gens des diasporas, on s'est demandé est-ce qu'on va traverser pour rentrer au Congo ou bien on va rester ici. Mais à partir de cela, en tout cas, nous sommes très très contents parce qu'avec la partie politique de FPR, nous soutenons ça à 100%. En disant que nous, en tout cas, félicitations à notre président qui a gagné les élections. Parce que quand nous vivons ici avec la sécurité, personne ne peut pas toucher l'étranger. Souvent, on disait que non, en tout cas, au Rwanda, il n'y a pas de problème. Et avec les élections qui étaient passées au Rwanda, nous voyons qu'il n'y a pas de problème vraiment. Ça a été passé bien. Au jour même du scrutin, ils ont apprécié la sécurité et l'ambiance de fête qui ont marqué les Rwandais, qui selon eux, constituent une particularité du Rwanda sur le continent africain. Les jours des élections, on s'est demandé les jours des élections, est-ce que nous, comme les diasporas, est-ce que nous allons voter ou bien nous allons faire quoi? Parce que notre souci, nous voulons que aussi nous faisons la vote avec toute la communauté, malgré que ça ne peut pas accepter. On regardait, les autres sont restés à la maison, les autres sont attendus à l'écoute de la radio pour écouter celui qui va gagner les élections. C'est ça.
La réaction des votes et les jours que on a voté, et la réaction vraiment a été bonne. Et ici à Kamembe, j'ai observé la population qui s'est réveillée à 4 h du matin pour aller dans les sites où on va voter leur président de la République. Et d'une manière générale, la population était contente depuis 4 h du matin jusqu'à 14 h. Elle était contente. Et il est vrai que tout ce que le président du diaspora vient de dire, et vraiment c'est vrai. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous, les Congolais qui sont ici à Kamembe, nous disons merci pour la sécurité, la paix et la sécurité. Et nous avons été derrière le président de la République, son Excellence, M. Paul Kagame. Que Dieu lui aide pour sa sagesse et pour l'autorité d'avoir dirigé ces pays dans de voies démocratiques. Et nous disons merci à lui. Réagissant à l'attitude de certains gens qui se mettent à mettre en cause la démocratie au Rwanda, les analystes estiment que le Rwanda, comme un pays qui a réussi à se relever seul du génocide commis contre les Tutsis, devrait plutôt recevoir des hommages de tout le monde. Le Rwanda, en 1994, subit une déflagration. Un génocide avec 1 million de morts, dans lequel les partis politiques et les médias sont en première ligne. Les partis politiques, dès 1993, sont tous divisés en deux, en une tendance que je dirais d'extrême droite xénophobe et une autre qui est démocrate. La tendance d'extrême droite xénophobe va jouer un rôle actif d'appel au meurtre des Tutsis pendant le génocide et même avant. Vous ne pouvez pas faire table rase et considérer que c'est open bar et qu'on repart comme si c'était une démocratie normale après une telle déflagration. Donc les Rwandais, les partis politiques rwandais, dès 1997, se sont réunis à Byumba pour décider, et il y avait aussi des partis qui avaient soutenu le génocide, pour décider de comment on peut faire un consensus sur un minimum sur les intérêts de la nation, les intérêts du peuple rwandais. Ce n'est pas le modèle de démocratie occidentale. Maintenant, je dirais que le modèle de démocratie occidentale qu'on voit en ce moment en Europe est tellement dévoyé, est tellement en lambeaux, que je trouve que donner des critiques à un pays, pauvre petit pays qui a la taille du Liechtenstein, auquel on accorde un intérêt absolument phénoménal, me semble... laissons-les en paix, tenter de leur chemin. Dans ces 30 dernières années, les Rwandais se sont distingués par une organisation paisible des élections, aussi bien pour les présidentielles que les législatives, avec une ambiance de fête tout au long du processus électoral. Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine a le plaisir de recevoir dans ce studio. Nous allons parler conservation de la nature, nous allons parler écosystème et comment faire les affaires avec la conservation de la nature. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio David Akana, qui est donc le directeur de programme Afrique auprès de Mwangabe. Bonjour et bienvenue à cet entretien de la semaine. Bonjour Patrick. Alors, donc, vous avez cette organisation qui s'appelle Mwangabe. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette organisation? C'est un média comme la Rwandan Television Authority, la RTA. C'est un média comme tous les autres. La différence, c'est que nous sommes plus en ligne, ça veut dire plus digital, avec certainement des formats en vidéo et les audios également. Et donc, c'est un média qui existe depuis 25 ans. C'est basé en Californie, ça c'est aux États-Unis. Et nous avons 6 bureaux aujourd'hui en Inde, en Indonésie
dit, en Amérique du Sud. Et depuis l'année passée, nous sommes présents en Afrique. Nous sommes en train, effectivement, d'étendre nos activités en Afrique. Et donc, nous avons lancé le bureau Afrique de Mongabé. Il faudrait dire que nous nous focalisons uniquement sur la nature et les peuples. Ça veut dire vraiment tout ce qui est lié à la conservation, c'est-à-dire la biodiversité, les changements climatiques, la pollution, la dégradation du sol, les océans. Ce sont des concepts qui nous intéressent de manière très près. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous avons une équipe qui est en train de grandir au niveau de l'Afrique, puisque nous avons des éditeurs, nous avons des correspondants, y compris même ici au Rwanda et dans la région du Grand Lac. Et donc, voilà un peu en résumé ce que veut dire Mongabé. Oui, quelle mission vous poursuivez dans votre travail de tous les jours? Il faudrait dire que c'est une mission très noble, surtout dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la gestion durable, dans la mesure où nous venons avec un autre type de journalisme qui est un peu différent de ce que nous faisons tout le temps. Dans ce sens, ce que nous faisons des enquêtes de très longue forme. Souvent, nous pouvons passer de 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, voire même une année dans une enquête. Avec pour quel but? Pour effectivement sortir vraiment des résultats des enquêtes importantes pour permettre aux décideurs de pouvoir prendre des décisions, pour éclairer l'opinion publique, pour continuer à sensibiliser la population. Voilà un peu ce que nous faisons, il faudrait dire. Mais maintenant, avec ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'Afrique, nous avons opté pour l'approche journalisme de solution. Et il faudrait nuancer en disant que le journalisme de solution ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à faire le type de journalisme que tous les médias sont censés faire, mais c'est justement essayer d'avoir un autre type de journalisme dans le sens où nous serons un peu plus équilibrés, un peu plus balancés dans nos enquêtes. Et pourquoi est-ce que nous parlons de cela? C'est parce qu'il faudrait comprendre qu'au niveau aujourd'hui, nous connaissons que dans les médias occidentaux, l'Afrique est surtout, quand il s'agit de l'Afrique, c'est des guerres, c'est des maladies, c'est des conflits, c'est de la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, etc. etc. Mais ça c'est pas l'Afrique complète. L'Afrique également, c'est l'écotourisme qui est vraiment en train de grandir ici au niveau du Rwanda et au niveau de l'Afrique de l'Est. L'Afrique également, c'est l'économie de la biodiversité avec la conservation dont vous avez évoqué il y a cela quelques instants. L'Afrique, c'est également l'économie du carbone ou du changement climatique, donc vous avez évoqué. Donc, il faudrait dire, l'Afrique, c'est du bon, mais c'est également les défis. Donc, pour nous, il est important qu'à chaque moment que nous voulons faire le journalisme, il ne faudrait jamais oublier, l'Afrique, ce n'est pas seulement des problèmes. Voilà la raison pour laquelle nous avons opté pour une approche qui nous permet de vraiment raconter toute l'histoire complète de l'Afrique. Pas seulement se focaliser sur le négatif. Et en faisant cela, c'est comme si l'Afrique, il n'y avait rien du bon au niveau de l'Afrique. Voilà la raison pour laquelle nous avons opté pour cette approche. Et donc, depuis que nous sommes en train d'étendre nos activités, nous essayons de plus en plus de travailler avec les médias existants et nous-mêmes, puisque nous avons énormément de ressources pour nous permettre de mener ce type d'enquête, nous allons continuer à travailler dans ce sens avec pour but de quand même contribuer à vraiment montrer l'Afrique complète. Vous avez surtout relevé un important sujet, le journalisme des solutions. C'est un concept qui existe déjà au Rwanda. Quelle est la spécificité que vous apportez avec Mongabé? Il faudrait dire encore, l'origine de tout ceci date de très longtemps. Vous savez, les récits des médias occidentaux sont toujours très négatifs. Il faudrait dire que quand vous demandez aux gens hors du continent africain, qu'est-ce qui représente l'Afrique pour vous, ils vont toujours vous dire c'est de la mauvaise gouvernance, c'est des mauvaises élections, c'est des guerres, c'est des maladies, c'est des conflits, etc., etc., de la pauvreté. Mais alors, est-ce que c'est ça l'Afrique que nous vivons aujourd'hui, par exemple ici à Kigali? Ce n'est pas vrai. Je pense qu'à Kigali, nous constatons que c'est une ville qui est très propre. Il faut dire tout bien organisé, il faut dire il y a assez de très bonnes choses. J'ai parlé par exemple du secteur de l'écotourisme. La chaîne de valeur de l'écotourisme est en train de booster vraiment l'économie de ce pays de manière très significative. Alors pourquoi est-ce que ce type de choses ne figure pas dans les médias occidentaux? Voilà la raison pour laquelle nous avons fait une analyse. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, il est important qu'un média, même venant de l'extérieur, est quand même sensible à ce biais de médias occidentaux et essaie de corriger cela. Et ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous constatons par exemple qu'en termes de représentation genre au niveau de l'Assemblée nationale, ça c'est un exemple à prendre et peut-être pour les autres à mettre en œuvre également. Quand nous parlons par exemple aujourd'hui de pollution plastique, nous avons constaté qu'au niveau du Rwanda, je parle plus du Rwanda parce que nous sommes ici, mais on peut également évoquer le leadership de ce pays en matière de la gouvernance forestière, la gouvernance des ressources naturelles. C'est des très bonnes choses ou des choses positives. Il faudrait également que les médias apprennent à parler de ces choses également. Et voilà ce que nous allons faire.
mais avec une approche qui est un peu différente également, parce que nous reconnaissons par exemple que la télévision rwandaise et la radio rwandaise, comme tous les autres médias, vous avez déjà une audience ça veut dire vous avez déjà une audience. Et pourquoi ne pas donc envisager des partenariats avec vous? Voilà pour l'une des raisons pour laquelle nous saluons déjà la direction générale de la radio-télévision rwandaise pour le fait que quand même, quelque part, il y a déjà cet accord de vouloir commencer une conversation qui va nous permettre de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour continuer à informer et sensibiliser l'audience ici au niveau du Rwanda, au niveau de la région du Grand Lac et un peu partout en Afrique, des questions qui sont extrêmement importantes comme l'environnement. Je termine, Patrick, si vous permettez, juste pour dire que quand nous parlons de l'environnement, il ne s'agit pas des parcs, ni des gorilles, ni des aires protégées. Non. C'est loin de cela. Il y a un lien avec l'économie, il y a un lien avec les finances, il y a un lien avec les budgets. Je vais vous donner un exemple. Il y a de cela 30 ans, 20 ans, quand les planificateurs des différents ministères s'asseyaient pour concevoir les différents plans, on ne parlait pas des stress liés au changement climatique. Ça veut dire que le budget était plus pour le secteur de l'éducation, pour la santé, la construction des infrastructures. Aujourd'hui, il y a un stress budgétaire dans tous les pays. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut chercher de l'argent pour investir, pour créer la résilience dans les communautés affectées par le changement climatique. Ça veut dire que quand on parle de l'environnement, ce n'est pas seulement les gorilles, ce n'est pas seulement les aires protégées, c'est l'ensemble de tous les différents secteurs de chaque pays. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a aucun sujet qui est plus important que l'environnement, changement climatique, dégradation des sols, pollution, etc., etc. Peut-être la toute dernière question. Cette semaine, vous avez réuni autour d'une table les responsables gouvernementaux et les responsables des médias pour parler des Mongabé au public. Quel accueil ces personnalités politiques dans le domaine de l'environnement ont apporté à ce projet? D'abord, je tiens déjà à remercier vraiment le gouvernement rwandais qui a été très généreux avec nous parce que nous avons eu la présence du secrétaire général au ministère de l'Environnement. Nous avons eu le PDG, par exemple, de la Rwandan Development Board qui était avec nous, les représentants de la Rwandan Governing Board, etc., etc. Donc, pour nous, franchement, on tient déjà à leur dire merci. Pourquoi? Parce que ce que nous avons constaté avec leur présence, c'est qu'ils sont réceptifs à l'innovation, à la créativité, en venant participer à l'événement. Et pourquoi est-ce que nous avons mis l'événement en place? C'est parce que nous nous sommes dit aujourd'hui, il est important que nous parlons du journalisme de solutions, mais en même temps, le lien avec le business de la conservation. C'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble avec une institution qui est très bien connue ici, la African Leadership University, School of Wildlife. Nous nous sommes dit qu'il fallait quand même qu'on arrive aujourd'hui à avoir un débat autour de la relation entre le journalisme de solutions et le business de la conservation. Voilà pourquoi nous nous sommes mis ensemble. Et nous avons organisé un événement. Il y avait les membres du gouvernement, il y avait également quelques membres de la législature, il y avait quelques membres de la communauté scientifique, les chercheurs, ceux faisant partie du secteur privé. Et nous avons eu une conversation un peu dense, dans le sens où, aujourd'hui, il est important de concevoir la conservation, pas forcément quelque chose qui est uniquement environnement, mais il y a un lien avec l'économie, c'est rentable, il faut la rentabiliser d'ailleurs. Et dans ce cadre, il faudrait dire la African Leadership University a un index qui montre juste vraiment la facilité de faire les affaires dans certains pays. Donc aujourd'hui, selon leur rapport, le Rwanda, vraiment c'est très facile. Je pense que c'est effectivement la raison pour laquelle vous allez constater que l'écotourisme est vraiment grandissant dans ce pays. Et donc voilà la conversation que nous avons eue. Ce qui est bien dans tout cela, c'est quoi? C'est qu'il faudrait éviter de voir ces différents secteurs comme des secteurs très séparés. Il y a un lien entre tous ces différents secteurs. Voilà la raison pour laquelle vous constatez qu'un organe de presse se met ensemble avec l'université pour pouvoir avoir une conversation autour de l'économie de la conservation. Merci à vous, Monsieur David Akana. Je rappelle donc que vous êtes directeur de programme Afrique auprès de l'organisation Mongabé. Merci bien, Patrick. Vous restez avec nous pour découvrir une autre partie de l'information au Rwanda. Saviez-vous que l'Égypte a célébré son indépendance ? Ah non. Ah voilà, donc nous allons découvrir à travers cet élément. L'ambassade d'Égypte au Rwanda indique que son pays a beaucoup apprécié la victoire de Paul Kagame aux élections présidentielles de cette année et rassure que l'Égypte va davantage poursuivre l'excellente coopération qu'il entretient depuis belle lurette avec le Rwanda, comme nous dit Kassim Youssouf.
L'ambassadrice d'Égypte au Rwanda, Nermine Mohamed El Zawahri, a fait cette indication ce jeudi 17 juillet à l'occasion de la célébration de la journée au cours de laquelle son pays médite sur la révolution qui a favorisé le développement que l'Égypte a réalisé dans divers domaines. L'ambassadrice Nermine Mohamed El Zawahri a en outre fait savoir que son pays félicite la victoire de son Excellence Paul Kagame au présidentiel 2024 et que l'Égypte va poursuivre son excellent partenariat avec le Rwanda. Nous célébrons la journée internationale consacrée à l'Égypte juste après les élections présidentielles qui se sont déroulées au Rwanda. Nous apprécions que son Excellence Paul Kagame ait remporté une victoire indiscutable, ce qui prouve la confiance que la population place dans sa gouvernance. Je voudrais que tous, à l'unisson, nous puissions féliciter le progrès que le Rwanda a réalisé en mettant en évidence une résilience d'un niveau satisfaisant. La révolution que notre pays a réalisée au cours des dernières années a fait que nous réalisions du progrès dans le secteur industriel et dans le système judiciaire grâce aux réformes qui ont été entreprises. Cela a fait que l'Égypte prenne la place qui lui revient dans le concert des nations. Cette révolution a aussi favorisé l'épanouissement et la liberté tant en Afrique qu'en Asie et l'Amérique du Sud. C'est évident que cela a également favorisé les bonnes relations entre le Rwanda et l'Égypte, où récemment notre président Sisi a rencontré son homologue, le président Paul Kagame. Le président de l'Égypte est fier de soutenir davantage la coopération existant entre le Rwanda et l'Égypte. La secrétaire permanente au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Clémentine Mukeka, a souligné que le partenariat que les deux pays entretiennent depuis longtemps donne toujours de bons résultats. Excellencies, Rwanda is on a journey, an exciting journey of the social economic development. Le Rwanda est dans un processus de développement appréciable en partant des éléments essentiels tels que l'éducation, la santé et le renforcement des capacités des Rwandais. Nous accordons une grande importance au partenariat entre le Rwanda et l'Égypte, où par exemple dans le domaine de la santé, le Rwanda et l'Égypte ont mis en place un grand centre sanitaire à Masaka qui va notamment s'intéresser aux soins cardiaques pour des patients en provenance d'Afrique de l'Est et de partout en Afrique. Comme cela a été dit, les deux pays entretiennent de bonnes relations en matière sécuritaire, où récemment en février, l'Égypte a inauguré un centre chargé de la sécurité ici au Rwanda. C'est en 1952 que l'Égypte a procédé à d'importantes réformes fondées surtout sur la gouvernance qui ont favorisé son développement actuel. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en français. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.